Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Je suis ravi d'être là pour plonger au cœur de nos sources du jour. Salut Sam. Oui, je suis ravie aussi, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Ah ça c'est sûr. On va explorer un sujet qui est littéralement partout, mais qu'on ne voit pas. Et c'est ça le problème. Pour ceux qui nous écoutent, imaginez un peu. 80%. C'est un chiffre énorme. Complètement. 80%, c'est le pourcentage des handicaps reconnus en France qui sont totalement invisibles à l'œil nu. On parle de près de 10 millions de personnes en fait. Ouais, 10 millions d'individus qui naviguent chaque jour dans un environnement professionnel qui n'est tout simplement pas construit pour eux. Exactement. Pas construit pour s'adapter à ce qu'il ne peut pas voir par définition. Donc le but de notre décryptage aujourd'hui, c'est d'explorer la ressource audio officielle Mon Sepia. Une initiative vraiment pensée pour un public très précis. C'est ça, c'est une architecture qui cible les référents handicap, les équipes RH, les managers et bien sûr, les collaborateurs concernés par ces handicaps invisibles en entreprise. Et la mission de tout ça, c'est de comprendre comment l'intelligence artificielle peut transformer un modèle actuel qui est très réactif. Ouais. Un modèle lourd administrativement, focalisé sur la post-crise. Voilà, pour aller vers un modèle préventif, beaucoup plus fluide et centré sur l'impact fonctionnel. Ok, décortiquons un peu tout ça. Parce que derrière cette statistique vertigineuse des 80%, il y a un mur psychologique bien réel. Et c'est la seule façon valable d'aborder la question, en fait. Avant même de parler de technologie, il faut disséquer ce fameux mur psychologique. C'est clair. Le constat de base dans nos documents, c'est que le handicap invisible, c'est le domaine où la parole est la plus verrouillée en entreprise. C'est pas un problème d'outils au départ, c'est un problème de peur du jugement. Bah oui, on a le témoignage de Sophie dans nos sources, par exemple. C'est une collaboratrice de 38 ans atteinte de sclérose en plaques. Ah oui, dans le secteur bancaire. Hmm. C'est ça? Exactement. Et elle illustre parfaitement ce blocage. Elle raconte un truc d'une simplicité assez désarmante. Elle dit qu'elle n'arrivait tout simplement pas à trouver les mots pour expliquer à son manager pourquoi certains matins, elle était incapable de faire les mêmes tâches que la veille. C'est terrible, cette charge mentale. Ouais. Et elle précise un truc fondamental. Elle dit « ce n'était pas un manque de motivation, c'était ma maladie ». Absolument. Et la limite du modèle classique, elle réside dans la nature même du face-à-face humain. Surtout avec la hiérarchie, non? Mais oui, surtout quand il y a un lien de subordination. Ce face-à-face, il exige du collaborateur qu'il dose l'information, qu'il justifie une fatigue qu'on ne voit pas. Qu'il anticipe la réaction de son chef. Exactement. C'est un effort de communication monumental. Une vraie gymnastique émotionnelle pour quelqu'un qui souffre déjà d'une pathologie épuisante. En lisant ça, je me disais, c'est comme conduire une voiture sur l'autoroute à 130 km/h, mais avec un tableau de bord complètement noirci. Oh, j'aime beaucoup cette image. Bah, tu roules le nez collé au pare-brise, tu vois aucun voyant, et t'attends littéralement que le moteur explose dans un nuage de fumée pour te dire « Ah, il manquait peut-être de l'huile ». C'est tout à fait ça. Le modèle réactif, c'est attendre le burn-out ou le long arrêt maladie pour réagir. Zéro indicateur préventif. Ce qui est fascinant ici, c'est la dynamique interpersonnelle que ce manque de visibilité engendre. L'outil repose sur un concept très précis abordé dans les textes, la variabilité qui déstabilise. La variabilité qui déstabilise. C'est vrai que c'est le cœur du problème. Bah oui, quand on parle de handicap invisible, genre la fatigue chronique, l'endométriose ou des troubles cognitifs fluctuants, le mécanisme est imprévisible. Un jour ça va pas. Voilà, un excellent lundi avec une productivité record peut être suivi d'un jeudi complètement catastrophique. Et cette fluctuation, vue de l'extérieur sans le contexte médical, bah ça ressemble juste à un manque de rigueur. C'est ça le drame. Le manager observe ça et se dit forcément « Attends, lundi, le dossier a été plié en 2 heures, pourquoi aujourd'hui, c'est si compliqué ?» Exactement. Et cette imprévisibilité, elle génère involontairement de la méfiance. Les managers se retrouvent démunis. Et c'est presque jamais de la mauvaise volonté de leur part. C'est juste un manque de repères, quoi. Oui, un manque de repères concrets. Et face à ce doute du manager, le collaborateur s'épuise dans la justification. À un moment donné, l'effort pour expliquer devient supérieur à l'énergie qui lui reste pour bosser. Et du coup, le silence devient la seule option viable, la carapace. Absolument. Mais du coup, si le face-à-face humain déclenche cette peur du jugement, ça nous amène à un renversement total. Parce que souvent, on perçoit l'intelligence artificielle comme un truc froid, déshumanisant. C'est vrai, c'est le cliché habituel. Mais là, c'est justement cette absence d'humain qui est utilisée pour créer un espace sécurisant. C'est dingue. C'est le changement de paradigme fondamental du modèle Mon Sepia. On remplace l'affect par la neutralité pour débloquer la parole. Quand on regarde le fonctionnement de l'accès collaborateur de Mon Sepia, ça se passe en 3 étapes simples. Ouais, la première, c'est l'expression libre, c'est ça?
C'est ça. Le collaborateur discute avec un chatbot de façon très informelle pour faire le point sur sa journée. Ensuite, la deuxième étape, c'est la transformation par l'IA. L'algorithme entre en jeu. Voilà, l'IA prend ce récit, qui est souvent chargé d'émotions ou de jargon médical, et le reformule en phrases claires. Et enfin, troisième étape, l'outil génère une synthèse partageable en moins de 3 minutes. Une synthèse qui, et c'est crucial, ne parle plus du tout de la maladie elle-même. Elle met en lumière l'impact fonctionnel et les besoins d'adaptation. Bon, là, attends. Je me permets d'interrompre parce qu'il y a un point de friction énorme dans les documents. Je t'écoute. Sur le papier, une IA qui collecte les plaintes, les baisses de morale ou les douleurs des employés, ça ressemble pas à un cauchemar dystopique, genre un Big Brother de la santé au travail. C'est la critique la plus évidente. Bah oui, comment on évite le sentiment de surveillance avec une centralisation pareille? C'est une excellente question et elle est abordée de front dans le manifeste éthique. C'est là qu'intervient le concept de zone tampon. La zone tampon? Oui. Psychologiquement, un chatbot est perçu comme beaucoup moins jugeant qu'un être humain. C'est un réceptacle neutre, parfait pour libérer la parole. T'as pas un manager qui fronce les sourcils ou qui te regarde avec pitié. D'accord. L'employé se sent plus à l'aise avec une machine, je veux bien. Mais la donnée, au final, elle atterrit chez les RH. Le risque de profilage médical reste entier, non? Eh bien non, justement. Le verrouillage éthique est drastique. Monsepia s'appuie sur le plus haut niveau du RGPD. L'outil est strictement non médical. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne collecte aucun diagnostic clinique. Il n'a pas le droit. Son rôle, c'est de traduire une réalité médicale invisible en un impact fonctionnel concret. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, l'IA ne remplace pas le médecin, Pas du tout. elle agit comme un traducteur. Elle aspire la douleur individuelle et elle la recrache dans un langage professionnel neutre. C'est exactement ça. Au lieu d'un message anxiogène comme « j'ai une poussée de sclérose en plaques que le manager ne saura pas gérer », L'algorithme va dire quoi, du coup? qui va traduire ça par « ce collaborateur a un besoin de pause décalée cette semaine » ou bien « besoin d'un écran filtrant ». On retire totalement la dimension médicale. Et cette neutralité, ça débloque tout. Le manager reçoit une info froide, actionnable, il n'a pas à s'improviser psy, il gère de l'organisation du travail, point barre. Et le collaborateur garde son intimité médicale intacte. C'est gagnant-gagnant. Ok, le mécanisme de traduction est clair. Mais maintenant, il faut savoir vers qui diriger cet outil au sein des équipes. Comment on identifie la cible? C'est là que les sources introduisent une classification super importante, les 3 cercles de l'audience. Ah oui, les 3 cercles. Le premier cercle, c'est les RQTH déclarés. Donc ceux qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Là, l'entreprise est déjà au courant. Il faut juste ajuster les aménagements. C'est la partie facile, on va dire. Oui. Mais la cible prioritaire, c'est le deuxième cercle, les invisibles conscients. Ceux qui savent qu'ils ont un trouble, mais qui se cachent. Exactement. Ils se cachent par peur de la stigmatisation ou pour pas freiner leur carrière. Pour eux, cet outil, c'est une bouée de sauvetage, sécurisée vers le référent handicap. Et alors, le troisième cercle? Le troisième, c'est les en souffrance ignorants. Oh, ceux qui ne savent même pas qu'ils sont concernés. Voilà, ceux qui pensent juste qu'ils sont nuls ou chroniquement fatigués. Ils accumulent les difficultés sans réaliser que ça relève d'une situation de handicap invisible. En fait, c'est l'analogie de l'iceberg. Le cercle 1, c'est la pointe visible, mais le vrai rôle d'un outil préventif, c'est d'éclairer l'immense base sous-marine, les cercles 2 et 3. C'est ça. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble de la culture d'entreprise, on comprend que cette cartographie est vitale. Bah oui, ça remplace les vieux sondages, non? Absolument. Au lieu d'avoir un vieux thermomètre social périmé, comme les sondages annuels classiques, on a un outil de diagnostic en temps réel. Ça permet de détecter les signaux faibles avant la rupture de parcours. Bon, aider les collaborateurs, c'est noble, c'est la mission humaine. Mais pour que ça fonctionne dans le monde réel, il faut convaincre les décideurs. Il faut parler chiffres, quoi. Ah, l'aspect financier, on y vient toujours. Quel est l'impact concret pour l'organisation? Dans les documents, ils donnent des chiffres très pragmatiques sur le retour sur investissement. Oui, le fameux ROI. Ils mettent en contraste le coût de mise en œuvre d'une action préventive face au coût terrifiant de la non-mise en œuvre. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, carrément. Le coût préventif s'est évalué à environ 3 500 €. Ce qui comprend quoi concrètement? Ça comprend, genre, un audit ergonomique à 800 €, des équipements adaptés autour de 1 200 €, Ouais. une formation sur les gestes et postures à 500 €, et même l'aménagement d'un espace de repos pour 1 000 €. Tout ça pour 3 500 €. Un investissement maîtrisé.
Mais de l'autre côté, le coût de non-mise en œuvre, donc quand on attend que ça craque, il grimpe à 18 500 €. C'est vertigineux la différence. Parce qu'un arrêt maladie pour des troubles musculo-squelettiques de 30 jours, ça coûte 6 000 €. Un arrêt pour épuisement de 60 jours, bim, 12 000 €. Sans compter les coûts de remplacement, hein, tout le bazar. Exact. Et l'outil fait même gagner 40% de charges administratives aux référents handicap. C'est pas rien, hein. Cela soulève une question cruciale. Comment le statut des outils RH évolue-t-il aujourd'hui? C'est vrai que souvent, les logiciels RH, c'est vu comme des gadgets. C'est ça, de l'IA RH générale, souvent perçue comme un truc de confort, du nice to have. Mais une IA spécialisée dans le handicap comme Mansepia, ça devient un must-have. Une obligation presque. Oui, car ça répond à une urgence légale et financière. Atteindre sereinement les 6% de l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Parce que sinon, bonjour les amendes. Exactement. Les amendes de l'AGFIP. En identifiant les cercles 2 et 3, ceux qui n'osaient pas demander leur RQTH, l'entreprise sécurise ses talents et réduit ses pénalités. Et donc, l'IA devient une vraie aide à la décision, avec des données agrégées anonymement chaque semaine pour piloter la politique QVCT. La qualité de vie et des conditions de travail, oui. C'est un tableau de bord inestimable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Monsepia ne se contente pas de collecter des données. Il transforme le silence en opportunité de dialogue social. C'est un très beau résumé. Il libère le collaborateur de la justification, il offre au manager des clés dénuées d'affect médical et il donne au RH un outil pour prévenir l'absentéisme et atteindre l'objectif des 6% d'OETH. De façon pérenne. De façon pérenne, oui. Mais pour clôturer cette immersion, j'ai une réflexion inédite pour notre audience. Ah, la petite pensée provocatrice de la fin. Voilà. Si une IA est aujourd'hui capable de gommer la peur et l'émotion pour traduire nos vulnérabilités en simples besoins fonctionnels, est-ce que cette même technologie ne finira pas par redéfinir la norme pour tout le monde? C'est une excellente question. Je veux dire, que l'on soit porteur d'un handicap ou non, est-ce que ça ne va pas redéfinir ce qu'on considère comme des conditions de travail normales pour absolument tous les employés? Une hyper-personnalisation du travail, en fait. C'est ça. On laisse cette question en suspens pour encourager la réflexion de ceux qui nous écoutent. Merci de m'avoir accompagné pour décortiquer tout ça. Avec grand plaisir, c'était passionnant. À très vite pour une prochaine plongée dans nos sources.